comment 7000 pilleurs ottomans aguerris, des vétérans éprouvés au combat qui avaient terrorisé l'Europe pendant des décennies, ont-ils pu être complètement anéantis en seulement 48 heures? Comment ces guerriers redoutés, qui se déplaçaient comme des fantômes à travers le territoire ennemi et avaient mis à sac d'innombrables villes, ont-ils pu se retrouver soudainement piégés et anéantis à un passage de rivière? Fin octobre 1483, le long de la rivière Una, dans ce qui est aujourd'hui la Bosnie-Herzégovine, l'une des défaites les plus dévastatrices de l'histoire des raids ottomans s'est déroulée. Les pilleurs Kekuntu-Kassits Akuntu, des hommes qui vivaient bien par l'épée et prospéraient par le pillage, firent une seule erreur de calcul catastrophique. Ils sous-estimèrent leur ennemi. Ils pensèrent qu'ils pourraient négocier leur retour. Ils se trompaient. Au coucher du soleil le 30 octobre, plus de 1000 guerriers ottomans gisaient morts sur le champ de bataille. 2000 autres étaient enchaînés comme prisonniers. 10 000 captifs chrétiens avaient été libérés. Mais voici le rebondissement. Les forces croates qui les ont détruits n'étaient pas une armée massive. Elles étaient une coalition de nobles et de leurs troupes privées, assemblées à la hâte. Elle était dirigée par un ban nouvellement nommé, qui avait pris ses fonctions quelques mois auparavant. Quels secrets ces défenseurs possédaient-ils pour transformer un passage de rivière en un terrain d'abattage? Imaginez les Balkans en 1483. Vous avez devant les yeux un paysage de terreur. Pendant 2 décennies, l'Empire ottoman avait systématiquement démantelé les royaumes médiévaux d'Europe du Sud-Est avec une efficacité terrifiante. La chute de Constantinople en 1453 avait libéré d'énormes ressources ottomanes pour les campagnes des Balkans. La Bosnie, autrefois un fier royaume, avait été conquise lors d'une campagne éclair en mai 1463. Le sultan Mehmed II avait personnellement mené ses armées vers le nord. Les forces ottomanes capturèrent la forteresse de Bobovac. Elles exécutèrent le roi Stephen Tomašević, le dernier monarque bosnien, par décapitation. Le royaume entier s'effondra en quelques semaines. Cela équivaut à un État-nation moderne complètement conquis et annexé en moins d'1 mois. L'Herzégovine suivit en 1482. Lorsque les Ottomans s'emparèrent de la forteresse côtière de Herceg-Novi. Cela compléta leur emprise sur la région. Laisser les terres croates étaient les prochaines sur la liste. Tout le monde le savait. Entre la Bosnie et la Croatie coulait la rivière Una, une frontière naturelle devenue la ligne de front de la défense de l'Europe chrétienne contre l'expansion ottomane. Mais la vraie terreur ne venait pas de l'armée régulière ottomane. Elle venait des Akunji, les pillards. Ce n'étaient pas des soldats disciplinés suivant les ordres de Constantinople. C'étaient des guerriers de la frontière, de la cavalerie légère qui vivaient dans les régions frontalières. Ils survivaient entièrement du pillage. Imaginez des archers à cheval capables de couvrir 50 000 en une journée. Ils surgissaient soudainement des forêts et frappaient un village à l'aube et disparaissaient avant que les défenseurs ne puissent se mobiliser. Les Akunchi s'étaient recrutés parmi les populations turques et balkaniques. Ils étaient organisés en clans héréditaires, avec des noms comme Malkoçoğlu et Evrenoğlu, qui inspiraient la crainte à travers l'Europe. Leurs tactiques étaient brutalement simples. Ils se divisaient en plusieurs groupes. Chacun empruntait une route différente profondément en territoire ennemi, se répandant comme des doigts sur le paysage. Ils brûlaient les récoltes, chassaient le bétail et, plus profitablement, capturaient des civils pour les vendre sur les marchés d'esclaves ottomans. Des sources contemporaines les décrivent comme apparaissant comme surgis de nulle part. Ils se déplaçaient si vite qu'au moment où les forces locales se rassemblaient, les pillards étaient déjà à 20 000 de là avec leurs captifs. La région croate de Carniole avait été pillée en 1482. Au début de 1483, ils ravagèrent les Sas et les zones autour de Ptuj en Basse-Styrie. Chaque raid ramenait des centaines, parfois des milliers de prisonniers chrétiens qui disparaissaient dans l'esclavage.
Pouvez-vous imaginer vivre dans un village frontalier, sachant qu'à n'importe quelle nuit, à n'importe quelle aube, des cavaliers pourraient déferler et emmener votre famille enchaînée? La situation défensive croate semblait désespérée. Le roi Mathias Corvinus de Hongrie, qui régnait sur la Croatie par une union personnelle, avait tenté de créer une zone tampon. Il avait établi le Banat de Jajce après avoir capturé cette forteresse en 1463. Ceci était censé être le bouclier de la Croatie, un district militaire spécifiquement conçu pour absorber les attaques ottomanes. Mais cela ne suffisait pas. Les Ottomans avaient donc développé une approche systématique de la conquête. Vint d'abord la phase Aküncü, des années ou même des décennies de raids continus. Cela détruisait les économies locales, dépeuplait les villages et brisait la volonté de résister. Ce n'est qu'après que le pays fut entièrement dévasté que le sultan envoyait son armée régulière. Il formalisait alors la domination ottomane. La Croatie était profondément dans cette phase Aküncü, saignant de 1000 blessures. Le système défensif était en difficulté. Les nobles croates locaux se querellaient constamment entre eux, sapant la défense coordonnée. Le précédent ban de Croatie, Nicolas de Ilok, n'était pas parvenu à repousser les Ottomans de leur bastion bosnien. Quand il mourut, le roi Mathias eut besoin de quelqu'un de nouveau. Il lui fallait quelqu'un qui puisse réellement riposter. Début octobre 1483, le sultan Bayezid II passa à l'action. Il autorisa un raid majeur dépêchant environ 7000 pilleurs. Aküncü du Sanjak de Bosnie. Ils devaient frapper profondément le territoire croate. Ce n'était pas une mission de reconnaissance ou une escarmouche frontalière mineure. C'était une expédition de pillage à grande échelle. Elle était conçue pour capturer des esclaves et des trésors en masse. 2 commandants dirigeaient cette force. Harsi Pacha, dont le nom apparaît dans les registres ottomans comme un pillard vétéran, commandait une aile. Serli Hassan, un autre chef Aküncü expérimenté, commandait la deuxième. Ces hommes connaissaient leur métier. Ils avaient fait cela des dizaines de fois auparavant. Traverser la rivière, Una à la faveur de l'obscurité, se diviser en 3 colonnes distinctes pour maximiser le territoire couvert, frapper durement la campagne sans défense et revenir avant que les forces croates ne puissent organiser une réponse. La stratégie avait brillamment fonctionné pendant des années. Les pillards traversèrent les rivières. Una et Sava début octobre. Ils pénétrèrent en Croatie comme des loups dans une bergerie. Ils divisèrent les mains de leurs forces en 3 colonnes. Chacune emprunta une route différente. Un groupe poussa vers le nord-ouest, en direction de la Carniolée de la Carinthie, atteignant cette région le 16 octobre. Un autre frappa vers le cœur de la Croatie. Le troisième ravagea les zones autour de Jastrebarsko et Petrovina, des villes dont les noms deviendraient synonymes de destruction. Pendant des semaines, les Aküncü firent des ravages. Ils brûlèrent des fermes, pillèrent des Indiens, brûlèrent des églises et, plus important encore, rassemblèrent des captifs. Hommes, femmes, enfants, peu importait. Tout le monde avait de la valeur sur les marchés d'esclaves de l'Empire ottoman. Les jeunes garçons entre 10 et 17 ans étaient particulièrement prisés. Ils pouvaient être enrôlés dans le service ottoman par le système pensik, une forme de taxe d'esclavage. Les pillards se déplaçaient avec une efficacité rodée. Ils savaient exactement combien de temps ils avaient avant que les forces croates ne puissent se mobiliser. Mais quelque chose avait changé en Croatie. Le nouveau ban, Mathias Gureb, n'était pas comme ses prédécesseurs. Gureb venait de la branche hongroise de la maison croate de Kačić, une famille aux profondes racines militaires. Son père, John Gureb de Wingart, avait servi comme vice-voïvode de Transylvanie. C'était une position qui exigeait à la fois compétences militaires et ruse administrative. Sa mère, Zofia Szilágyi, venait de l'influente maison de Szilágyi. Cela reliait Gureb au plus haut niveau de la noblesse hongroise. Plus important encore, Gureb était un vétéran.
Il avait combattu aux côtés du roi Matthias Corvinus en 1463 lors de la reconquête de Jadçı face aux Ottomans. Il avait expérimenté de première main ce qu'il fallait pour vaincre les forces ottomanes. Il avait vu les Akûnchis en action. Il avait étudié leurs tactiques, il comprenait leurs faiblesses. Quand il reçut sa nomination comme ban de Croatie en 1483, il arriva avec 20 ans d'expérience de guerre frontalière. Il avait une détermination brûlante à protéger son nouveau domaine. Djereb n'allait pas rester dans son château à attendre la fin des raids. Il allait chasser. Dès que la nouvelle parvint à Djereb que des pillards ottomans avaient traversé la Croatie, il commença à mobiliser des forces. Mais ce n'était pas le rassemblement lent et lourd d'une levée médiévale. Djereb savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'attendre des semaines pendant que les nobles se disputaient sur le nombre d'hommes à fournir. Au lieu de cela, il fit appel aux familles maniaques croates, les grandes maisons nobles qui entretenaient leur propre suite militaire, pour précisément ce genre d'urgence. La réponse fut immédiate et impressionnante. Des membres de la maison de Frankopan répondirent à l'appel. Bernardin Frankopan apporta sa cavalerie personnelle, des cavaliers expérimentés qui connaissaient le terrain. Ivan Cetinski et Mihovil Slunski, tous deux de la famille Frankopan, ajoutèrent l'homme. Toutes leurs forces, ce n'étaient pas des paysans conscrits, c'étaient des guerriers professionnels, entraînés au combat depuis l'enfance. Petar Zrinski arriva avec ses troupes. La famille Zrinski avait déjà combattu les Ottomans. Elle avait tendu des embuscades à des groupes de pilleurs dans la vallée de l'Una en 1475 et 1478. Ils savaient exactement comment combattre les Akûnchis. Gaspar Perušić se joignit avec sa suite. Et dans une démonstration d'unité étonnante, Vuk Grgurević, le despote serbe, amena des forces serbes pour combattre aux côtés des Croates. Ce fut remarquable. Serbes et Croates avaient leurs propres tensions historiques, mais face à la menace ottomane, les vieilles rivalités ne signifiaient plus rien. Djereb organisa cette coalition en 3 groupes de combat. Chacun était commandé par des nobles expérimentés. Ce n'était pas aléatoire. Ils reproduisaient la tactique ottomane de se diviser en plusieurs colonnes. Mais il y avait une différence cruciale. Les Ottomans s'étaient divisés pour maximiser le pillage. Djereb divisait ses forces pour créer une embuscade. Il avait appris des victoires croates passées que les Akûnchis étaient les plus vulnérables lors de leur retrait. Ils étaient alors ralentis par les captifs et le butin. Les pilleurs pouvaient se déplacer rapidement lorsqu'ils voyageaient légers. Mais avec des milliers de prisonniers et des chariots remplis de butin, ils rampraient. Et Djereb savait exactement où il devait aller. Pour retourner en Bosnie sous domination ottomane, les pillards devaient retraverser la rivière Una. Il n'y avait que quelques points de passage viables. Djereb les contrôlait tous. Il n'avait qu'à positionner correctement ses forces et attendre que les Ottomans viennent à lui. Fin octobre, les colonnes de pillards ottomans avaient terminé leur pillage. Elles avaient commencé leur voyage de retour. C'est alors que leur erreur devint évidente. Au lieu de rester dispersées et de traverser à plusieurs points, les 3 colonnes ottomanes fusionnèrent en une seule force massive. Peut-être pensait-il que la sécurité résidait dans le nombre. Peut-être Harsi Pacha et Serli Hassan voulaient-ils consolider leur butin avant de le partager entre leurs hommes. Quelle qu'en soit la raison, ils créèrent une cible unique et lente. Elle traînait des milliers de captifs chrétiens, ce qui ralentissait leur progression au pas de l'escargot. Lorsque les éclaireurs signalèrent que les forces croates étaient devant eux, bloquant le passage de la rivière Una, les commandants ottomans firent leur deuxième erreur. Ils décidèrent de négocier plutôt que de se frayer un chemin par la force immédiatement. Cela révèle quelque chose de crucial sur l'état d'esprit des Akûnchis. Ce n'étaient même pas des conquérants, c'étaient des pillards. Leur objectif était le profit, pas le gain territorial. S'ils pouvaient acheter leur retour et garder la majeure partie de leur butin, cela semblait préférable à risquer une bataille. Djereb avait positionné ses forces à Brod Zrinski, un point de passage sur la rivière Una,
près de ce qui est aujourd'hui Novigrad, en Bosnie-Herzégovine. C'était un terrain idéal pour ce qu'il avait planifié. La rivière créait un goulet d'étranglement naturel. Des collines du côté croate offraient des positions élevées à ses troupes. Il n'y avait pas d'autre passage à proximité. Cela signifiait que les Ottomans ne pouvaient pas simplement remonter ou descendre la rivière pour trouver une route plus facile. Ils devaient passer par Gereb, où ils ne rentreraient pas chez eux. Lorsque la force ottomane arriva et vit l'armée croate en attente, elle tenta d'abord la corruption. Ils approchèrent un noble nommé Vuk, lui offrant de l'argent pour les laisser passer. Vuk refusa. Cela dut surprendre les commandants ottomans. Habituellement, les nobles chrétiens pouvaient être achetés, mais ces Croates n'étaient pas intéressés par l'argent. Ils voulaient récupérer leur peuple. Les Ottomans ouvrirent alors des négociations formelles, proposant un accord. Ils libéreraient tous les captifs chrétiens. Ils paieraient également un forinth, une pièce d'or, pour chaque cavalier ottoman autorisé à traverser. En apparence, cela semblait raisonnable. Les Croates récupéreraient leur peuple sans combattre. Les Ottomans échapperaient avec leur vie, mais sinon leur butin. Mais à mesure que ces négociations traînaient en longueur, les observateurs croates remarquèrent qu'il chantait quelque chose d'horrible. Les Ottomans avaient commencé à tuer leurs captifs. Peut-être réalisaient-ils que les pourparlers n'allaient nulle part et ne voulaient pas laisser de témoins derrière eux. Peut-être essayaient-ils d'alléger leur fardeau avant un combat. Peut-être était-ce de la simple cruauté. Quelle qu'en soit la raison, les soldats croates virent les guerriers ottomans massacrer les personnes mêmes qu'ils étaient censés libérer. Les discussions dégénérèrent alors en violence. Il n'y aurait pas d'accord, il n'y aurait pas de passage, il n'y aurait que la bataille. Le soleil se couchait le 29 octobre 1483. Le premier affrontement commença alors. Le moment était crucial. Aucun camp ne voulait s'engager pleinement dans l'obscurité. Cependant, les deux parties devaient établir des positions. Les Ottomans, désespérés de traverser avant l'arrivée des renforts croates, poussèrent Bina vers le gué. Les Croates, déterminés à tenir le passage, les affrontèrent avec de lourdes charges de cavalerie. Les combats furent féroces mais peu concluants. À la tombée de la nuit, les deux camps se retirèrent et prirent des positions défensives. Les Akunchis prirent une décision tactique qui scellerait leur destin. Ils se positionnèrent au pied d'une colline voisine. Ils espéraient probablement utiliser la hauteur pour leurs archers le matin. Mais ils firent alors quelque chose qui révélait la valeur de leurs captifs pour eux. Ils déplacèrent tous les prisonniers chrétiens au sommet de la colline, les plaçant au-dessus des positions ottomanes. Cela visait à créer un bouclier humain. Ainsi, les forces croates ne pourraient pas charger d'en haut sans risquer la vie de leurs propres compatriotes. Cela montrait à quel point la situation était devenue désespérée pour Harsi Pacha et Serli Hassan. Ils étaient passés de pillards naissant confiants à des hommes piégés, utilisant des otages pour se protéger. La nuit du 29 octobre dut être une torture pour toutes les personnes impliquées. Les forces croates savaient que leur peuple n'était qu'à quelques centaines de mètres. Cependant, elles étaient incapables de l'atteindre. Les pilleurs ottomans réalisaient que leurs tactiques habituelles de frappe et fuite étaient inutiles. Ils étaient en effet acculés contre une rivière. Les captifs eux-mêmes étaient incertains. Ils ne savaient pas s'ils seraient secourus ou massacrés à l'aube. L'aube se leva le 30 octobre. La vraie bataille commença alors. Gereb avait organisé ces trois groupes de combat. Il s'agissait d'un assaut coordonné conçu pour exploiter chaque faiblesse de la position ottomane. Les Akunchis étaient de la cavalerie légère, rapide et mortelle en terrain découvert. Ils pouvaient y utiliser leur mobilité et leurs compétences d'archers. Mais acculés contre une rivière, le dos à l'eau, leurs plus grands avantages devinrent insignifiants. Ils ne pouvaient
ne pouvaient pas battre en retraite. Ils ne pouvaient pas manœuvrer. Ils ne pouvaient que combattre et mourir. La cavalerie lourde croate excellait dans ce type de mêlée rapprochée. Il s'agissait du genre de cavalier blindé que commandaient Bernardin Frankopan et Petar Zrinski. C'étaient des hommes en armure de plaque, chevauchant des chevaux de guerre élevés pour la puissance, non pour la vitesse. Dans une poursuite à travers la campagne ouverte, un Akunju les aurait facilement distancés. Mais dans une bataille acharnée, face à face, où la retraite n'était pas une option, la cavalerie lourde était un marteau. Les Ottomans étaient l'enclume. La première charge croate frappa le flanc gauche ottoman, où les forces de Serli Hassan s'étaient positionnées. L'impact fut dévastateur. Imaginez 200 cavaliers bannés et un cavalier blindé se déplaçant en formation serrée. Ils frappaient une ligne de cavalerie légère. Ceux-ci avaient été éveillés toute la nuit, affamés, épuisés et démoralisés. La ligne ottomane plia mais ne rompit pas. C'étaient des guerriers expérimentés. Ils se défendirent avec le désespoir né de savoir qu'il n'y avait pas d'issue. Les archers ottomans décochèrent des centenaires des volées sur les Croates et en charge. Ils trouvèrent et envinrent des brèches dans les armures et abattirent des chevaux. Pendant un instant, la bataille resta en équilibre. Puis, Jéreb engagea son deuxième groupe de combat. Il frappa le centre ottoman où Harsi Pacha tentait de rallier ses hommes. Les combats devinrent brutaux. Ce fut un corps à corps avec des épées, des masses et des lances. Hommes et chevaux hurlèrent. Le sang transforma le sol en boue. Les Ottomans tentèrent de former un cercle défensif, la tactique classique de la cavalerie encerclée. Cependant, les forces croates disposaient d'infanterie locale, soutenant la cavalerie des nobles. Ces fantassins poussèrent devant dans les formations ottomanes, avec des lances et des haches, brisant toute tentative de résistance organisée. Le point de crise survint lorsqu'un groupe de guerriers ottomans, peut-être 300 hommes, lança une charge désespérée vers le passage de la rivière. Ils tentaient de percer les lignes croates et de s'échapper. S'ils avaient réussi, cela aurait pu créer une route pour le reste de la force ottomane. C'est là que Vuk Grgurević, le despote serbe, prouva sa valeur. C'est que ses forces avaient été maintenues en réserve, attendant précisément ce moment. Alors que la tentative de percée ottomane avançait, la cavalerie de Vuk les frappa sur le flanc lors d'une contrecharge parfaitement synchronisée. La collision fut catastrophique pour les Ottomans. Piégés entre les forces fraîches de Vuk et la ligne principale croate, la tentative de percée s'effondra en un massacre. Les guerriers, qui n'étaient qu'à quelques secondes de la liberté, furent abattus ou contraints de se rendre. Ce fut le moment où la bataille fut véritablement gagnée. Lorsque cette charge échoua, chaque pillard ottoman sut qu'il n'y aurait pas d'échappatoire. Certains continuèrent à se battre par fierté ou conviction religieuse. D'autres jetèrent leurs armes et implorèrent la pitié. Beaucoup tentèrent de fuir en traversant la rivière et se noyèrent. Ils furent entraînés par le courant, alourdis par l'armure qu'ils portaient. Les chiffres finaux des pertes furent stupéfiants. Plus d'1 millier de guerriers ottomans gisaient morts sur le champ de bataille. 2000 autres furent faits prisonniers. Ces hommes passeraient des années en captivité. Les plus chanceux seraient rachetés par l'Empire ottoman. Cela signifie que sur environ 7000 pillards ayant traversé la Croatie avec tant de confiance début octobre, près de la moitié furent tués. Les autres furent capturés à Una. Le reste se dispersa dans les forêts. D'autres réussirent à traverser la rivière en petits groupes. Ils abandonnèrent leurs femmes, leurs armes, leurs butins et leur fierté. Mais le chiffre le plus important était de 10 000. C'est le nombre de captifs chrétiens qui furent libérés. Ce chiffre est basé sur un rapport que le roi Matthias Corvinus envoya au pape Sixte IV le 6 novembre. 10 000 hommes, femmes et enfants avaient été emmenés enchaînés. Ils s'attendaient à être vendus sur de lointains marchés d'esclaves ou forcés au service ottoman.
Ils étaient soudainement libres. Pouvez-vous imaginer ce moment? Les soldats croates atteignirent le sommet de la colline. Ils commencèrent à couper les cordes qui liaient ces captifs. Les familles furent réunies. Les enfants retrouvèrent leurs parents. Des personnes qui avaient perdu tout espoir découvrirent qu'elles reverraient leur foyer. Les conséquences immédiates de la bataille furent presque aussi importantes que la bataille elle-même. Gareb ne se contenta pas de déclarer victoire et de retourner à son château. Il comprit que ce moment devait être maximisé pour son effet politique. Le roi Mathias Corvinus, après avoir appris la nouvelle, envoya une lettre de gratitude spéciale. Elle était adressée au ban Mathias Gareb et aux nobles croates participants. Ce n'était pas seulement une courtoisie royale. C'était Corvinus reconnaissant publiquement que le système de défense croate fonctionnait réellement lorsqu'il était correctement commandé. Le roi informa également le pape Sixte IV de cette victoire. C'était crucial pour la politique internationale. Le pape, en tant que chef symbolique de la chrétienté catholique, appelait depuis des années à des croisades contre les Ottomans. Cela avait eu un succès limité. Una prouva que les forces ottomanes pouvaient être vaincues. Cela aida à légitimer le soutien militaire continu d'autres puissances européennes. L'impact psychologique de la bataille sur l'Empire ottoman fut également significatif. Le sultan Bayezid II avait autorisé le raid, s'attendant à un butin et des esclaves faciles. Au lieu de cela, il subit une défaite humiliante qui le fit paraître faible. Dans les semaines suivant la bataille, Bayezid chercha une solution diplomatique. Fin 1483, une trêve de 7 ans fut signée entre l'Empire ottoman et le royaume de Hongrie, mais nous devons nous demander quelles furent les réelles conséquences à long terme. Cette bataille a-t-elle réellement arrêté l'expansion ottomane ou ne fût-ce qu'un revers temporaire? La trêve dura jusqu'en 1490, date de la mort du roi Mathias Corvinus. Cela représente 7 années de paix relative pour les régions frontalières croates. Pendant 7 ans, les villages purent être reconstruits. Les familles purent planter des récoltes sans craindre l'apparition de pillards au moment des moissons. Le saignement constant de la population vers l'esclavage fut temporairement arrêté. Durant ces 17 années, des commandants croates comme Gareb utilisèrent ce répit. Ils renforcèrent les fortifications le long de la rivière Una. Ils améliorèrent aussi la coordination entre les familles nobles. Ils avaient appris qu'une action unie pouvait vaincre même de grandes forces ottomanes. Cette leçon façonna la stratégie défensive croate pendant des décennies. La bataille exposa également une faiblesse critique dans le système de raid à Kunchu. Ces guerriers étaient dévastateurs lorsqu'ils pouvaient frapper vite et s'échapper plus vite. Mais forcés dans une bataille genre le conventionnel, surtout une où ils ne pouvaient pas utiliser leur mobilité, ils étaient vulnérables. Les forces croates adoptèrent des tactiques d'interception plus agressives après Una. Elles poursuivaient les pillards guides de retour. Elles mettaient en place des embuscades aux points de passage clés. L'effet dissuasif fut réel. Les raids ottomans dans les régions de Lika et Kurbava diminuèrent notablement après 1483. Les commandants Akund durent se demander si le butin potentiel valait le risque. Ils pouvaient en être piégés et anéantis comme la force de Harsi Pacha. Certains raids eurent encore lieu pendant la période de trêve. C'étaient des affrontements frontaliers locaux qui ne purent être entièrement empêchés. Cependant, les expéditions massives de 5000 à 7000 pillards devinrent rares. Le sultan Bayezid II utilisa la trêve pour renforcer son règne et préparer de nouvelles forces. Cela suggère qu'il considérait Una comme une défaite suffisamment sérieuse. Elle nécessitait de repenser la stratégie ottomane dans les Balkans. Lorsque les grandes offensives ottomanes reprirent en 1490, après la mort de Corvinus, elles s'accompagnèrent d'une meilleure reconnaissance.
Elles eurent aussi plus de soutien de la part des unités de l'armée régulière. Il ne s'agissait plus seulement de pillards Akıncı opérant indépendamment. La Croatie remporta une autre victoire contre les forces ottomanes lors de la bataille de Vrapil en 1491. Cela suggère que la confiance et les leçons tactiques d'Una eurent des effets durables. Les commandants croates savaient qu'ils pouvaient gagner. Cette croyance était en soi puissante. Cependant, nous devons aussi reconnaître le côté sombre de cette histoire. En 1493, juste 10 ans après Una, les forces croates subirent une défaite catastrophique. Cela se passa lors de la bataille du champ de Krbava. Ban Emeric Derencin avait succédé à Gereb. Il commit l'erreur fatale de combattre les Ottomans en terrain découvert. Il aurait dû utiliser des tactiques d'embuscade, comme celles employées à Una. Le résultat fut un désastre. Les pertes croates furent massives. Une grande partie des chefs militaires expérimentés fut anéantie. Cela montre que les leçons d'Una n'avaient pas été universellement apprises ou appliquées. La victoire, aussi significative fut-elle, n'a pas fondamentalement altéré l'équilibre stratégique. L'Empire ottoman était trop vaste, trop riche et trop persistant pour être durablement dissuadé par une seule défaite. Una a permis de gagner du temps. Ces années précieuses ont donné à la Croatie la possibilité de se préparer et de s'adapter. Cependant, cela n'a pas empêché la conquête ottomane de certaines parties du territoire croate. Cette occupation dura jusqu'au XVIIe siècle. Voici ce qui rend la bataille d'Una historiquement significative, au-delà du simple résultat militaire. Cette victoire a accompli ce qu'aucun autre engagement croate n'avait réalisé en 2 décennies de pression ottomane continue. Cette victoire a prouvé que les pillards Akıncı étaient mortels. Ces derniers avaient terrorisé les Balkans pendant des générations. Ils semblaient presque surnaturels dans leur capacité à apparaître et à disparaître. Ils pouvaient être vaincus par l'intelligence, la préparation et une action coordonnée. Imaginez si Gereb avait échoué à Una. Imaginez si ces 7000 pillards étaient rentrés sains et saufs en Bosnie. Ils auraient emmené leurs 10 000 captifs. Le message envoyé à l'Empire ottoman aurait été clair. La Croatie était sans défense et prête à être prise. Bayezid II aurait autorisé des raids encore plus importants. Peut-être même une invasion à grande échelle en 1484 ou 1485. Le système défensif croate, déjà fragile, aurait pu s'effondrer entièrement. Ces 10 000 captifs libérés représentaient plus que de simples vies individuelles sauvées. Ils représentaient des villages entiers, des communautés et des lignées familiales qui auraient été effacées de la société croate. Dans une région où la population était déjà en déclin à cause de la guerre constante et des maladies, perdre 10 000 personnes supplémentaires aurait pu être démographiquement catastrophique. Si la Croatie était tombée complètement dans les années 1480, au lieu de maintenir une résistance pendant un autre siècle, l'impact culturel aurait été profond. Les bibliothèques et les monastères croates, dépositaires du savoir et des manuscrits médiévaux, auraient été détruits ou dispersés. La langue et la culture croate distinctive, déjà sous pression, n'auraient peut-être pas survécu en tant qu'identité cohérente. La présence de l'Église catholique dans la région aurait été remplacée par les institutions islamiques ottomanes. Cela aurait fondamentalement modifié le paysage religieux de l'Europe du Sud-Est. Le rôle de tampon de la Croatie pour Venise et les terres des Habsbourg aurait disparu. Cela aurait potentiellement permis aux forces ottomanes de pénétrer en Italie et en Autriche. Elles auraient pu y arriver des décennies plus tôt que ce ne fut le cas. La bataille d'Una a permis de gagner du temps. Dans l'histoire, le temps est primordial. Elle a permis à la culture croate de survivre un autre siècle de pression ottomane. Elle a fourni un modèle d'opération défensive réussi que d'autres commandants frontaliers ont pu étudier et imiter. Elle a démontré aux puissances européennes
que financer et soutenir la défense croate était utile. Ce n'était pas jeter de l'argent dans une cause perdue d'avance. L'héritage du 30 octobre 1483 perdure de plusieurs façons. Mathias Göreb mérite le principal crédit pour cette victoire. Il possédait l'expérience militaire pour saisir l'opportunité. Il avait l'habileté politique pour unir les nobles croates divisés. Son sens tactique lui permit de positionner parfaitement ses forces. Sans son leadership, la bataille n'aurait jamais eu lieu. Les familles nobles croates, Frankopan, Zrinski et d'autres, ont démontré que la coopération pouvait triompher de l'individualisme. Leur volonté de laisser de côté les rivalités personnelles et de s'unir sous le commandement de Göreb fut essentielle. La participation de Vuk Grgurević a montré que la menace ottomane transcendait les frontières ethniques et religieuses lorsqu'elle était bien comprise. Serbes et Croates combattant ensemble contre un ennemi commun était à la fois pratique et symbolique. Nous nous souvenons d'Una aujourd'hui parce que cela incarne une vérité fondamentale sur la guerre et la résistance. Les chiffres comptent, l'expérience compte, l'équipement compte. Cependant, le leadership et le terrain peuvent surmonter tout cela lorsqu'ils sont utilisés correctement. Ces 7000 pillards ottomans n'ont pas été vaincus parce que la Croatie avait plus de soldats. Ils furent vaincus parce qu'ils furent forcés de combattre selon les conditions croates. Le lieu de la bataille fut choisi par les commandants croates. Leurs avantages furent neutralisés et leurs faiblesses exposées à ce moment-là. C'est la véritable leçon d'Una. La victoire ne va pas toujours à la plus grande armée. Parfois, elle va à la plus intelligente. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration approfondie de l'une des victoires les plus importantes, mais souvent négligées, de la Croatie médiévale. Si cette histoire vous a fasciné autant que moi lors de mes recherches, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Essayons d'atteindre 1000 j'aime dans les 24 prochaines heures. Montrons à YouTube que le contenu historique est important. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus d'histoires sur des victoires inattendues et des batailles décisives qui ont changé l'histoire. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quelle bataille ou événement historique vous aimeriez que j'aborde ensuite. Devrais-je examiner davantage les conflits croato-ottomans? Ou bien des batailles médiévales plus anciennes? Ou quelque chose d'une région complètement différente? Vos suggestions alimentent le contenu de cette chaîne. Alors, faites-moi savoir ce qui vous intéresse. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous que l'histoire ne se limite pas aux grands empires et aux rois célèbres. Parfois, les moments cultes les plus importants se déroulent à un passage de rivière, dont vous n'avez jamais entendu parler. Ils sont décidés par des commandants dont les noms apparaissent à peine dans les manuels scolaires. Ces moments comptent. Ces personnes comptent. Et leurs histoires méritent d'être racontées.